Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pendant que je m'en vais à la plage, on va jaser des cryptos un peu, des marchés, l'analyse fondamentale contre l'analyse technique. Pourquoi est-ce que pour moi, c'est chacun son point de vue, chacun voit ces choses à sa façon. Mais pourquoi est-ce que pour moi, l'analyse technique, c'est mieux que l'analyse fondamentale? Je vais commencer ça en parlant tout de suite de l'analyse technique comme étant des points sur un graphique qui vont être défendus par des gens si oui ou non ça vaut la peine d'être défendu, right? Un support va être défendu si les gens voient à long terme du potentiel. Tandis que, au point de vue fondamental, les gens vont chercher des raisons rationnelles, logiques, sur des événements qui se passent dans le monde ou sur des données sur des bilans financiers, par exemple. La raison pour laquelle je pense que l'analyse technique est mieux, c'est parce qu'il y a des gens qui savent des choses que nous, on ne sait pas avant même qu'ils sortent dans les rapports. Que si on a un point on va prendre par exemple Activision. Activision a connu une chute récemment avant que Microsoft les rachète. Cette chute-là, elle a tombé sur le 0,618. Ceux qui savaient, les insiders, ceux qui savaient que c'était un bon temps pour acheter ou qui savaient que la nouvelle s'en venait, savaient très bien que le 0,618, c'était un point d'entrée de malade. Que ça, il n'y a pas personne, il n'y a aucun fondamentaliste qui pourrait vraiment l'avoir su, à moins d'être un insider. Tandis qu'un analyste technique qui a acheté le support, sans savoir la nouvelle, sans savoir le fondamental, va trouver un excellent point d'entrée, va profiter du marché à ce niveau-là. C'est ça la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale, selon moi. Puis aussi, quand on regarde des bilans financiers, des résultats, on sait aussi que, par exemple, si moi j'ai une compagnie, puis que je sais que les fondamentalistes n'investiront pas si j'ai de la dette, que je m'arrange pour avoir de la dette, pour pas qu'il y ait de fondamentaliste, je suis l'exploitant de la compagnie, je sais quand acheter, j'achète sur les supports, je contrôle la majorité des actions, c'est plus ou moins légal, mais c'est nébuleusement faisable. C'est nébuleusement faisable, puis probablement qu'il y a plein de gens qui le font, même si c'est plus ou moins légal avec l'OMF, puis le SEC, puis les autres autorités comme ça là, sur le marché qui régulent le marché. Donc, par exemple, cette année, j'ouvre une compagnie, j'emprunte au personnel 40 000 $ de dette, je l'injecte dans ma compagnie, je le déclare comme revenu à ma compagnie. Sur mes bilans, les gens vont voir qu'avec un investissement de 0 $, j'ai fait 40 000 $. C'est très beau pour le point de vue fondamental, mais sur le point de vue technique, on va le voir dans le prix, qu'il n'y a pas d'insider qui supporte ça, il n'y a pas d'insider qui supporte le prix, il n'y a pas de grosses nouvelles en dessous de la couverte qui est à veille d'arriver. Donc c'est vraiment ça, la grosse différence selon moi, selon le fondamental puis le technique. Parce que le fondamental, il va embarquer généralement sur des indicateurs qui vont laguer. Exemple, un résultat trimestriel. Le résultat trimestriel, il lague. Il va toujours laguer. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui se sont passées dans les 3 derniers mois. C'est comme si tu prenais une décision aujourd'hui sur quelque chose qui s'est passé dans les 3 derniers mois. Ça peut te donner une bonne idée de la direction dans laquelle ça s'en va ou de la direction que ça prend. Mais t'as pas l'idée de mouvement. Embarquer sur le mouvement. T'as follow le trend. T'as follow le trend après coup. Après coup qui est le résultat trimestriel ou les chiffres affichés, les rendements. Mais c'est très facile de jouer avec les chiffres. Je pourrais me déclarer, je pourrais faire en sorte que par le biais de ma comptabilité, que ma compagnie va être déficitaire pendant 5 ans, mettons. De la 6e année, tous les bénéfices que j'ai mis de côté, que j'ai plus ou moins déclarés, je les déclare tous d'un coup. Puis là, tout d'un coup,
ça augmente mon chiffre d'affaires. Puis vu que mon chiffre d'affaires augmente d'un coup, là, fondamentalement, c'est bien puis c'est bon d'investir dans ma compagnie. Mais pourtant, c'est la même compagnie avec le même rendement, même chiffre d'affaires. On a juste caché les chiffres. Ou omis de déclarer des chiffres qu'on déclare plus tard. C'est des choses qui sont plus ou moins légales, mais qui peuvent bien se faire avec des bons comptables, des bons fiscalistes. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est pas une façon de... Pour moi, c'est pas la meilleure façon d'investir. Ça peut très bien fonctionner avec des grosses compagnies, des gros market cap, des grosses capitalisations, des compagnies bien établies, qui pour eux vont tirer aucun avantage à tirer de la dette exponentielle ou de la dette un petit peu trop grosse ou de la trop grosse dette dans le but de se leverager un développement à travers le temps, puis de ne pas déclarer de chiffres pour être déficitaire, pour avoir des crédits d'impôt, pour grossir la compagnie. Une compagnie que j'ai en tête quand je vous parle de ça, c'est Fire & Flower. Fire & Flower, ils ont beaucoup de dettes, mais si on regarde qui est en arrière, c'est Couche-Tard. Fait que disons que c'est une filiale de Couche-Tard, les déficits qu'il y a là pour Couche-Tard, c'est rien. Mais si on regarde, c'est une compagnie qui est déficitaire, c'est une compagnie qui a beaucoup de dettes. Les fondamentalistes vont jamais marquer là-dessus parce que les résultats trimestriels sont moyens. Un analyste technique, par contre, pourrait voir le Elliott Wave, pourrait voir aussi peut-être des parties fondamentales, comme justement c'est Couche-Tard qui est en arrière. La dette, elle est leveragée dans le but de faire du développement. Mais ce qu'il faut se dire, c'est tant que notre support tient, c'est qu'il y a des insiders qui savent des choses. C'est ça la beauté de l'analyse technique. C'est que les gens peuvent nous dire n'importe quoi. Ils peuvent nous déclarer n'importe quel chiffre, nous montrer n'importe quel nombre. On s'en fout. Parce que on va savoir que si on trouve du support, c'est que les insiders sont là. Ou qu'il y a des gens qui savent des choses, qui ont des gros portefeuilles ou de l'argent qui sont là en arrière de ça. On n'a pas besoin de savoir si c'est profitable ou non. La question, c'est est-ce que ça va être profitable plus tard? C'est ça l'investissement. C'est pas parce que la compagnie est déficitaire qu'elle ne peut pas tirer un certain avantage concurrentiel sur quelque chose d'autre. Comme Fire & Flower pourrait tirer un certain avantage concurrentiel d'être dans toutes les couches-tard du monde. Toutes franchises confondues, donc Circle K, Max, ATDD, ATD couche-tard. Fait que, en voyant ça comme ça, je me dis, l'analyse fondamentale, c'est bien. C'est bien pour confirmer les trends. Mais l'analyse technique, c'est bon pour être là avant les trends. L'analyse technique, c'est pour acheter sur des supports en même temps que l'élite ou que les gros portefeuilles, les insiders qui savent des choses sur les points de Fibonacci. Tandis que l'analyse fondamentale, oui, c'est bon, mais j'ai l'impression qu'on va toujours être en arrière. Toujours en arrière. Si on avait pris l'analyse fondamentale, exemple, sur Bitcoin, on avait entendu une confirmation que, je sais pas moi, c'était la nouvelle monnaie, que ça contrait l'inflation, que c'était une monnaie qui allait prendre, je sais pas moi, que l'actif allait prendre, je sais pas moi, 50%, tout ça, on aurait attendu longtemps. On aurait attendu très longtemps. Mais avec les points techniques, on a pu savoir qu'il y avait du gros capital qui allait soutenir le prix au 0,786 en 2018, 2019, puis que ce 0,786-là, en ayant support, allait aller frapper un certain point, le 1,618. En ce moment, là, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il nous reste une vague Elliott Wave à faire. Il reste à voir si notre 0,618 était le support. Même moi, je crois que oui. Étant donné, si vous ne l'aviez pas vu, mon vidéo sur le wake-off, vous allez voir que dans le wake-off, on parle du spring. Le spring, on l'a vécu. On a passé à travers. Et maintenant qu'on a passé à travers et qu'on l'a vécu, normalement, le prochain wave, c'est up. À la hausse. Mais évidemment, il va falloir que les supports tiennent. Comme je vous disais, il y a des gens qui savent des choses, il y a des gens qui ont des gros portefeuilles qui, eux, vont soutenir le prix
si ça en vaut la peine à long terme. Ils vont le soutenir sur les supports. Le support en ce moment, c'est 32 600. La zone, excusez, 36 200. Le support, c'est 36 200. Puis la zone de support, si on est pour WIC, jouer un peu là, la zone de support, c'est de 37 000 à 34 000, avec confluence de support à 36 200. Si on peut holder ça, puis casser 46 000, j'ai l'impression que ça va être le début de notre run. On va avoir la confirmation de vague 1. En fait, elle est pas mal déjà confirmée, mais on va avoir vraiment la confirmation. On va avoir une correction pour faire notre vague 2 à partir de là. La correction devrait arriver entre 48 000 US et 52 000 US. Puis cette correction-là, après la hausse entre 48 000 et 52 000, devrait aller nous porter sur des niveaux un petit peu plus bas pour faire notre vague 2. On verra les retracements de Fibonacci à ce moment-là. On devrait retracer facilement entre 0.5, 0.718, 0.782. Puis après, on va commencer notre vague 3 de la vague 5. Devrait aller nous porter là, finalement vers les niveaux qu'on parle là, depuis très longtemps. Genre de 80 000 qu'on attend, 90 000 qu'on attend, 100 000 qu'on attend, peut-être même 120 000 et plus. Puis c'est ça. C'est en train de se passer. Reste juste à trouver si c'était effectivement notre support. La drop qu'on a eue à 32 600, 33 000 environ. Mais je suis pas mal convaincu au point de vue technique qu'il va y avoir des gens qui vont trouver support parce qu'il y a des gros portefeuilles qui supportent Bitcoin. Puis ces gros portefeuilles-là, c'est eux qui mènent le monde. Puis la monnaie numérique, ils la veulent. Puis l'entrée pour la monnaie numérique, la grande porte d'entrée pour la monnaie numérique dans le monde, ça passe par les cryptos, ça passe par Bitcoin, ça passe par Ethereum. Fait qu'il va falloir qu'on passe par là s'ils veulent le rentrer. Il faut mieux en profiter. Il vaut mieux en profiter que d'en pleurer, right? Il vaut mieux en rire que d'en pleurer, puis on va en rire en profitant. Puis c'est les cryptos qui vont amener la monnaie numérique au pays, dans les provinces, au Canada. Puis ça va être vraiment, je pense, important que tout le monde en aille dans son portfolio pour la run qui s'en vient. Parce que ça va pas être doux. Ça va pas être doux. L'inflation va être très forte. Le dollar va se faire dévaloriser comme jamais. Puis la dévalorisation du dollar plus l'inflation plus ce qui s'en vient, comme on dit, ça va être violent. La seule chose qui va bien performer, en fait tout va bien performer, mais ce qui va surperformer dans ce bordel-là, ça va être les cryptos. Parce que si on prend le marché des actions, on le dénomine avec de l'argent, le marché des actions est à la hausse. Mais si on met de l'or au lieu de l'argent en dénominateur, le marché des actions chute. Si on prend un autre dénominateur, qu'on met le Bitcoin, le marché des actions chute. La seule raison pourquoi est-ce qu'on voit le marché des actions monter, c'est parce que le dollar dévalue plus vite que les actions. C'est comme une course vers le plus bas. La seule chose qui monte dans cette course-là, c'est les cryptos. Puis comment est-ce qu'on va savoir qu'il va y avoir du support? C'est par les points techniques. Je le rappelle encore une dernière fois, notre support majeur, c'est 36 200. Tant qu'on va rester en haut de ça, peut-être qu'on va wick un peu en dessous à 34 000. Tant qu'on va rester dans cette zone-là, on va trouver le support dans cette zone-là. It's all the way up. Bonne journée. Donc, juste pour être sûr que mon point de vue est clair, c'est qu'en gros, on peut jouer avec les chiffres comme on veut, leur faire dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut aussi, on peut mentir comme on veut. Mais le bottom line, c'est qu'on ne pourra jamais mentir sur nos actions. Comme je peux vous dire, je pense que c'est pas une bonne idée d'acheter du Bitcoin pour que vous vendiez pas, puis aller m'acheter du Bitcoin en arrière. Mais si le support tient, tout le monde va savoir en public que c'est le prix d'achat. C'est là que les gens achètent. Donc ils peuvent mentir sur leurs actions, mais
pas sur ce qu'ils font.